qui a donné lu un livre sur Pif, et surtout sur Arnal, celui qui a fait Pif. Et il a un travail en cours actuellement, mais qui est un travail phénoménal, et dans lequel plus il avance, plus il trouve des choses à encore engranger. C'est tout ce qui a été le dessin, la caricature, au moment de la République en Espagne jusqu'à la fin de la guerre. Voilà. Et donc je lui passe la parole. Je crois qu'il voulait, en ouverture, peut-être rendre hommage à d'autres caricaturistes. Bonjour, j'ai été présenté, Philippe Guillen, puisque tel est mon nom, et il est d'origine aragonaise, et mon grand-père a été maire d'un village à côté de Biels, de la Bolsa de Biels de Chisinau, maire républicain bien sûr. Mon père est arrivé, il avait 6 ans, ils se sont installés ensuite sur Toulouse, et voilà, je suis né à Toulouse il y a plus d'une 50aine d'années. Je me suis intéressé à l'histoire parce que j'étais très tôt lecteur de Vaillant, qui est devenu ensuite en 1969 Pif, et dans Pif, pour un amoureux d'histoire, il y avait tout ce qu'il fallait, que ce soit de la fiction, que ce soit de la rédaction, et donc voilà ce qui m'a intéressé à l'histoire et aussi à la bande dessinée et au dessin. Donc le dessin, c'est un mode d'expression de liberté. Et il y a quelques jours, quelques semaines, décédé suite à un ignoble assassinat, quelques grands dessinateurs de Charlie, pour nommer la revue en question, qui étaient eux-mêmes aussi, et je pense en particulier à Cabu, je pense en particulier à Charles, et je pense en particulier aussi à Wolinski, qui étaient de grands admirateurs de Cabrero Arnal. Dans ma petite présentation, il y aura un dessin de Cabu que j'ai vu pour la dernière fois en août 2014 à Eos, pas très loin d'ici, et avec lequel j'ai pu parler de Pif et de Cabrero Arnal. Donc, s'il était possible de faire à l'occasion de ce triste anniversaire, c'était le 7 janvier, une petite minute de silence en l'hommage à des dessinateurs, un hommage à la liberté d'expression. Je crois qu'il serait utile de le faire maintenant, s'il vous plaît, si vous le voulez bien. Merci. Merci. Je pense un instant, puisque j'ai pour la circonstance représenté un pont, un puente, entre l'Espagne d'hier et l'Espagne d'aujourd'hui et l'Espagne du futur, que nous espérons tous, je le crois, républicaine, au plus vite, et puis aussi à l'actualité, le passé et l'actualité. Je dirais juste une petite chose qui m'est venue à l'oreille concernant Cabrero Arnal sur le fait qu'il se définissait non pas comme un caricaturiste, non pas comme un dessinateur, non pas comme un artiste, mais toujours il se définissait comme un lapis rojo. Et beaucoup de journalistes, y compris des connaisseurs de la bande dessinée, des journalistes français, l'interrogeaient, et en 1974, au premier festival de bande dessinée d'Angoulême, un journaliste l'interrogeait en lui demandant « Mais pour quelle raison tu te qualifies de lapis rojo ?»
Et Cabrero Arnal a répondu hombre, pues claro, un lapis rouge, un crayon rouge, ben, c'est un dessinateur, tu l'effaces, il recommence. Tu lui coupes le crayon, il repousse immédiatement. Il repousse et repousse hasta un bosque. Voilà. Et pour ce qui est de Charlie, puisqu'on a fait référence à Charlie, continue. Charlie continue. Et la liberté de dessiner, quoi qu'elle soit, continue aussi. Voilà. Donc... Donc je vais vous présenter de manière chronologique, parce que je n'ai pas pris la présentation de diaporama initial, je me suis trompé aujourd'hui, et je vais vous faire une présentation chronologique de la vie de ce personnage, Cabrero Arnal, que j'ai choisi de présenter et de travailler sa biographie, parce que tout simplement c'est un homme, et qu'il me semblait que pour que les jeunes français comme espagnols s'intéressent davantage et toujours mieux à l'histoire de l'Espagne et aussi l'histoire du XXe siècle, hein, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de l'Europe, notre histoire, il fallait incarner. Les livres d'histoire, c'est très bien, il y a de beaux travaux qui sont faits, mais ça manque de chair. Et là, avec Cabrero Arnal, c'est un gars qu'on va voir grandir et qui va donc naître en Espagne. Et cette affiche montre l'Espagne de rêve des années 1928. C'est une monarchie. Et Arnal est né en 1909. Donc ce que l'on voit, c'est une affiche publicitaire de cette période de tourisme pour les gens riches qui pouvaient de France, les bourgeois, se rendre en vacances en Espagne. Donc je vais essayer de passer. Voilà. Alors l'Espagne de l'époque, 1931, cette date, vous l'avez compris, n'est pas anodine. Voilà, c'est une Espagne de 24 millions de personnes, beaucoup de pauvres, la moitié, et beaucoup surtout de paysans sans terre. C'est une Espagne agricole, et Arnal est un jeune aragonais, fils d'agriculteurs sans terre. Voilà, on a quelques idées aussi du nombre de moines, de prêtres, de religieuses et de couvents. Le père d'Arnal est un paysan qui travaille sur des terres qui appartiennent à un couvent à quelques kilomètres de Huesca, en Aragon. Voilà, donc on peut passer à la vue suivante. Excusez-moi, oui, c'est la même. Voilà. Donc, une vue de l'Espagne et de la prégnance de la religion. On pourrait penser que c'est une image qui est une image des années 30. Elle est de 1975, précisément. Ça se passe à Ristaín. Et parmi les trois dames qui sont ici, figure une grande-tante. Donc, et on est à quelques semaines du décès de l'imprésentable dictateur Franco. Voilà. 1931, Alphonse XIII est roi d'Espagne et la monarchie espagnole est installée avec l'appui de l'Église dont on a parlé, avec l'appui de l'armée qui s'impose et des droites espagnoles qui sont des droites fascisantes. Voilà. Autre, et c'est aussi grand-oncle pour dire qu'en Espagne on sait quand même vivre. Cette photo date de 1935 et elle est, c'est un grand-oncle avec la tenue traditionnelle aragonaise dans la bolsa de Bielsa, dans le sobrarbe espagnol. Voilà. Donc c'est un paysan et on arrive donc à la jeunesse de Pif et voilà un petit Pif et dès qu'on évoque Pif, donc on ne peut pas oublier son auteur, même si lui-même s'est toujours caché en paravent derrière ses propres personnages. Cabrero Arnal, né en 1909, et on va voir avancer. Il est né en 1909, on peut encore avancer, autre
image dans une petite... Voilà. Dans cette maison-ci, qui se trouve être la maison natale donc, de la famille Arnal, cette maison n'existe plus actuellement. Elle a été rasée par les franquistes en 1940. Voilà, c'est ici qu'il est né. Il y avait une maison, les terres tout autour que l'on voit, c'est des terres appartenant au couvent de Castilsabas. Voilà. Donc Arnal, le petit Arnal, dessine en cachette. Et il va dessiner en cachette de son père, et il va, si on regarde bien, écrire beaucoup et dessiner fort peu. À l'époque, la période est aux illustrés. En France, on disait les illustrés. On ne parlait pas de bande dessinée. Hein. Et Arnal faisait des textes, et c'est son écriture, et les accompagnait d'illustrations. Ici, de petites illustrations, et signées à l'époque, pour pas que son père soit alerté, du nom de Plim. Il s'était donné un pseudonyme. Alors Plim, on va le retrouver à l'image qui suit, avec une des premières illustrations qu'a réalisé Plim, c'est-à-dire Cabrero Arnal, en arrivant à Barcelone. Les parents étant si pauvres, n'ayant aucun avenir pour leurs 3 enfants, à l'époque, ne voyant pas comment les nourrir, s'éloignent de Castilsabas, et le père espère retrouver du travail à Barcelone. Barcelone est la ville très attractive à l'époque, hein, bien sûr, la grande métropole, le port, etc. D'autant que quelques années auparavant, il y a eu un appel à main-d'œuvre fort fait par la ville de Barcelone pour préparer la grande exposition universelle de Barcelone en 1928. Donc, la famille Arnal est installée, et le père, Arnal, va trouver un travail. Il va devenir policier du Cuerpo de Seguridad de Barcelone. Voilà. Donc, on va un petit peu avancer. À Barcelone, Cabrero Arnal continue à dessiner en cachette de son père. Voilà. Et en 1920, il va dessiner pour des revues, mais c'est surtout grâce à la République que Cabrero Arnal va connaître un grand succès de dessinateur, parce que la première des choses de la République espagnole, c'est de favoriser l'écrit et la lecture et les écoles. Et donc les revues espagnoles vont pouvoir avoir des lecteurs et de jeunes lecteurs. Et Barcelone, qui était une ville où la République était forte, va avoir une grande politique de bibliothèques, d'écoles, et les missions scolaires vont s'ouvrir, et on va lutter contre l'analphabétisme qui était le lot de la monarchie d'Alphonse XIII. La République, en avril 1931, s'installe, et Arnal va être un amoureux fou de cette jeune République. Il y a quelques éléments qui vont marquer fortement Cabrero Arnal, et c'est en particulier l'article 1 de la Constitution de la République. L'Espagne est une république démocratique de travailleurs de toutes classes. Ça, pour Cabrero Arnal, ça restera dans la tête une phrase clé. Donc, 1931, il dessine, et 1931, on retrouve là Alphonse XIII de profil. Arnal va publier des dessins, des caricatures, car on oublie qu'Arnal était un grand caricaturiste politique. Personne ne le retrouve caricaturiste politique après-guerre. En 1945, en France, cette activité est méconnue, mais en Espagne, il était connu aussi et surtout, plutôt qu'un simple amuseur pour enfants, pour sa participation à des revues satiriques politiques. Alors donc, voilà Alphonse XIII, et voilà immédiatement après la caricature du roi Alphonse XIII. Il ne l'a pas loupé, hein, il a fait son profil, et on voit ce qui est important aussi de montrer à l'Esquella, qui était une revue équivalente au Canard enchaîné, hein, de l'époque, c'est en 1931,
qu'on voit ceci, on voit les appuis du roi, la livre sterling anglaise. C'est pas pour rien ensuite, quand on parlera de la non-intervention, les Anglais, et en particulier la bourgeoisie anglaise, soutenaient le roi et la monarchie d'Alphonse XIII. On voit le curé et on voit le cacique. Voilà un dessin de Cabrero Arnal, caricaturiste. Alors, on le voit ici, il est sur le départ, le roi Alphonse XIII, et évidemment, il prend l'or des coffres et il s'en va en exil. La République l'a chassé et il s'en va avec l'or acquis et sur le dos des Espagnols, du peuple d'Espagne. Voilà. Cabrero Arnal a 20 ans. C'est une de ses photos de famille que m'a confié donc son neveu, et on le voit, lui qui était promis à un bel avenir de dessinateur, avec ces vêtements-là et ce chapeau-là, avait argumenté. Son père ne voulait pas qu'il dessine. Il ne le voulait pas, il n'imaginait pas qu'on puisse vivre du dessin, tout simplement. Il lui disait toujours, mais un métier sérieux, et quelque chose entre les doigts. Et ce à quoi Cabrero Arnal dit, ici j'ai un lapis rojo entre les doigts. Mais ce n'était pas suffisant. Et un jour, après avoir fait plusieurs petits ateliers, et notamment de menuisier, il rentre au domicile à Barcelone avec ses vêtements et ce chapeau. Et son père lui demande, mais où as-tu volé ça? Je n'ai pas volé. Et il explique que c'est avec ma première paye de dessinateur caricaturiste que j'ai pu m'acheter ceci et ceci. Son père doutait, et puis il a posé sur la table familiale le complément d'argent, et il y avait là plus de 6 mois du salaire de son père sur la table. Donc son père, à partir de ce moment-là, n'a plus jamais dit quoi que ce soit contre le métier de son fils, le métier de dessinateur. Voilà. Donc, un de ses premiers dessins, alors il y a plusieurs petits dessins, et on s'aperçoit qu'il était un conteur né. En une image à chaque fois, il raconte une histoire. Hein. Et donc, l'hôpital Silence qui n'empêche pas les policiers et le petit truand de tirer, le passage pour piétons, et on voit comment il fonctionne, l'automobile avec marche modérée, et puis la direction unique quand on est motivé par la poussée du taureau. Voilà, donc quelques petits dessins d'une page de TBO, la revue phare de la bande dessinée, ou plutôt de l'illustré en Espagne dans les années 30. Voilà. On va passer à une autre image de Arnal dans TBO, voilà. Alors Arnal est un dessinateur révolutionnaire en plein de domaines, hein, ne serait-ce que par sa façon de raconter des histoires, mais par sa façon aussi de les présenter. Si on regarde, on s'aperçoit qu'il utilise, alors, je ne sais pas si le micro fonctionne. Il y a pléthore de micros. Est-ce qu'il fonctionne? Non, il y a un problème de vidéo, de son. Il y a un problème de son en général. Parce que là, le point reste rouge. La sono a chanté. Bon, il y a un petit... Est-ce que vous m'entendez suffisamment? Bon, rien ne peut arrêter les conversations sur Arnal. Donc, une portada, une de TVO avec les dessins d'Arnal qui s'affranchissent des cadres rectangulaires. Autrefois, on parlait de gaufrier, vous voyez, et il y a 2 rectangles, mais le reste, il en a rien à fiche, et on s'aperçoit qu'il ne respecte pas le principe de l'encadrement rectangulaire des différentes vignettes. Et même, il utilise la polychromie en faisant un cercle. Arnal, sa caractéristique, c'est les personnages ronds, et c'est le rond. Ben voilà, là il est, et puis vous le voyez, il est rouge aussi. Bon, c'est
une petite histoire d'un inventeur qui ne souhaite pas tuer les animaux, mais juste les capturer. Voilà. Alors, autre dessin d'Arnal, sur TVO, de facture classique, on n'a pas les rectangles, bon c'est nouveau, mais on a toujours le texte en dessous. Et le texte en dessous, ça va durer très très longtemps dans la bande dessinée espagnole, comme ça durera d'ailleurs aussi longtemps dans la bande dessinée française. Mais Arnal est un des 10 à avoir introduit en Espagne ce qu'on appelle la bulle. Voilà. Et les deux personnages qui ressemblent furieusement à des personnages qu'il dessinera après, Tonton César et Tata Agathe, dans Pif par exemple, ben, ces deux personnages parlent avec des bulles, bocadillos en espagnol. Hein. Voilà. Et une onomatopée aussi. Ça, c'est des choses très contestées à l'époque. Introduire des onomatopées dans la bande dessinée, c'est mal vu, mais Arnal n'en a rien à fiche. Il continue à faire ce qu'il souhaite faire et le mieux possible. On va passer à... Autre revue, Cacao, qui est de Valence, revue dans laquelle il dessine, et là il dessine un personnage ne s'affranchissant pas, en restant très classique. Hein. Voilà, donc les cadres, et puis le texte en dessous. Bon, on va passer à... Alors là, on retrouve Arnal novateur, avec, eh bien, on évite la case carré ou rectangulaire, on introduit le plus possible de cercles, et puis il y en a qui n'aiment pas les bocadillos, n'aiment pas les bulles. Eh bien, on va les embêter plus encore, on va révolutionner la façon de voir l'illustré ou la bande dessinée en faisant en sorte que les personnages parlent dans des bulles, mais les bulles mordent sur la case voisine. Vous voyez? Ça, c'est Arnal. Il n'y a pas d'autres illustrateurs en Espagne qui fassent ce genre de travail. Voilà. Moreno, qui est un autre dessinateur, Opisso, qui est un autre dessinateur d'illustrés, ne font pas ça. Et pourtant, ce sont des novateurs. Opisso a été le brouillot de Gaudi, de l'architecte de la Sagrada Familia en particulier. Ben, Opisso, avec tout son talent, tout son génie, est admiratif de voir que Arnal ose faire des bulles, alors qu'il a 20 ans à cette époque-là. Voilà. Bon, Pocholo aussi, et voilà un dessin très social d'Arnal. Et vous voyez Don Meliton, l'employé modèle, l'employé ponctuel, l'employé qui se réveille tôt le matin et se dépêche vite, vite, pourvu que j'arrive à l'heure au travail. Vite, vite, vite. Il est pressé d'arriver au travail, le premier, il est ponctuel, et quand il arrive au travail, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais c'est pour mettre les pieds sur la table et lire ben justement la revue Pocholo. L'humour d'Arnal. Alors, excusez-moi, c'est... Ah, voilà, l'humour d'Arnal qu'on retrouve d'une autre façon. Alors, ici, il s'agit d'une autocaricature de Cabrero Arnal. C'est une conférence graphique du professeur Cabrero Arnal que vous voyez, c'est 1933 et on est dans Pocholo et là on voit l'aspect novateur du dessin de Arnal. À quoi sert une main? C'est une fable en fait. Hein. À quoi sert la main? Eh bien, elle sert à dire au revoir au roi, hein, à le repousser. Elle peut être demandée auprès de la dulcinée, qui quelques années plus tard a une autre utilisation de sa main pour projeter, vous voyez, de la vaisselle. La main, ça sert aussi à un voleur ou à un défenseur de s'imposer. Ça sert aussi à se gratter la tête pour trouver une idée, peut-être des dessins. Ça sert aussi à faire quelques gestes, un pied de nez. Ça sert aux malandrins à faire œuvre de pickpocket. Ça sert aux gendarmes aussi hein, à tenir la matraque. C'est l'uniforme que portait son père hein, à cette époque-là.
Et puis, c'est aussi la main et le doigt dans le nez, par exemple, la main à frapper, mais surtout, et autre auto-caricature, à aller récupérer l'argent dû pour le travail fait avec la main. C'est-à-dire, il vient récupérer sa paye. Bon, alors là, c'est agrandi la même chose. Bon, ah oui, ça gêne, c'est ça. Bon, voilà. Alors, on retrouve le papa graphique, le papa dessin de Pif que nous connaissons bien. En Espagne, dans les années 30, dans Pozzolo, naît un personnage, qui est un petit chien républicain, et c'est Top, l'ancêtre de Pif, qui va faire des voyages extraordinaires dans le monde, et en particulier dans l'espace. Il va sur la Lune, et Arnal, par l'intermédiaire de Top, le chien. À la façon de Méliès, il est sur une fusée, et là, il s'en va, et on va retrouver Top sur la Lune. Alors évidemment, vous voyez tous la Lune, et depuis la Terre, à l'époque, il n'y a personne qui a osé imaginer un jour qu'on puisse aller dans les années 30 sur la Lune. Depuis la Terre, on voit les volcans, mais pour Cabrero Arnal, il n'y a pas de volcan sur la Lune. Non, non, c'est des places des torses. Évidemment, hein. Et donc, dès que Top arrive sur la Lune, vous le voyez, il est projeté, il rencontre des batraciens, mais il va rencontrer très très vite les habitants de la Lune, que sont les matadors, qu'on voit ici, et c'est une rencontre avec les matadors. Voilà. Donc après Top, ah oui, alors c'est doublé à chaque fois parce qu'il y avait une histoire de temps. Voilà. La façon dont on dessine, elle est très souvent liée à des formes géométriques. Cabrero Arnal dessine Top, c'est une esquisse préparatoire, vous l'avez en train de faire des gestes. Il se définissait aussi comme spécialiste des cucurbitacées. Il disait, je suis espagnol, donc tout ce qui est melon, tout ce qui est pastèque, je connais. Et donc voilà Top. Et puis la fiancée de Top, Topilite, à sa gauche. Voilà. Ça fonctionne celui-ci, donc on va pouvoir passer à l'image qui suit. Oula, je prends beaucoup de temps à m'apercevoir. Alors, puisqu'il s'agit de repas, on retrouve la caricature de Cabrero Arnal, et c'est à l'intérieur de Pozzolo un ancêtre en quelque sorte du gadget, ou en tout cas du coloriage à l'intérieur des illustrés. Puisque vous voyez, chacun a la possibilité d'être présenté, et on peut très bien découper chaque plat pour chacun des personnages qui sont autour de cette table. Alors il y a l'esprit républicain, puisque tout le monde a de quoi manger, et à sa faim. Hein. Il y a aussi Top, et on trouve le gros os de Top, mais si on regarde bien, à l'autre bout, on voit pour Topilite la délicatesse d'Arnal qui va dessiner quelques petits os, vous voyez, qui s'adresse donc à Topilite, la fiancée de Top, qui se trouve tout à côté du chien Top. Et vous voyez comment Top regarde avec gentillesse et délicatesse ou tendresse sa petite fiancée. Voilà. Chacun a de quoi consommer. Hein. Voilà. C'est une tablée républicaine. Donc, oui, s'il vous plaît, à chaque fois. Bon, en Espagne, la bande dessinée, grâce à la République, hein, je vous ai dit, va être lue, et les enfants vont lire, et à des prix, à Barcelone, abordables finalement. Hein. Et chose qui n'arrive que très rarement en Europe, vont sortir des albums. Et en voilà un, Paco Zumba. C'est un album d'une quarantaine de pages qui sont consacrées donc aux aventures d'un personnage inventé par Cabrero Arnal. Alors on pourrait dire qu'il a une certaine ressemblance avec des personnages de Disney. C'est un fait, oui. On peut.
Mais Arnal aimait surtout une bande dessinée qu'il allait voir avec plaisir au cinéma, puisque Barcelone, il y avait 80 cinémas à l'époque, dans Barcelone. On l'appelait la ville des cinémas, Barcelone. Et il allait voir un chat, Félix le chat. Et il était fou amoureux de Félix le chat et de l'auteur Pat Sullivan, qui était un Australien installé aux États-Unis. Et il aimait beaucoup aussi Félix le chat. Et en particulier l'esprit de Félix le chat. Il aimait moins l'esprit de Walt Disney. Voilà. 1934, autre album, et il est prémonitoire. Hein. Alors cet album de Cabrero Arnal va sortir en Espagne, à Barcelone en particulier, mais à Madrid aussi, 2 ans avant que les fascistes, les généraux fassent leur coup d'État. Alors si on regarde bien, prémonitoire, guerre au pays des insectes, on voit un jeune couple, hein, de l'âge d'Arnal à peu près, hein, aux couleurs quasi républicaines. Et on voit la bête immonde de noir vêtu qui traîne dans les parages, cette araignée qui va faire un très mauvais sort aux jeunes couples. Il va y avoir guerre, oui, effectivement. En 1934, à Barcelone, Arnal avait prémonitoirement pensé à cette guerre. Alors Arnal a un tel succès que même au Portugal voisin, et en particulier à Lisbonne, va être publié un de ses albums. Et quel album? Justement, Guerre au pays des insectes. Ce coup-ci, il est pour Sem Escudos portugais, album au Portugal, à Lisbonne. On remarque que la couverture a été légèrement modifiée et que les couleurs ne sont plus les couleurs républicaines espagnoles. Mais bon, c'était données fréquentes à l'époque de modifier. Voilà. Alors, un petit dessin d'Arnal dans une revue de toute beauté. Si un jour vous avez l'occasion de rencontrer des exemplaires de la revue Algo, c'est une mine, c'est une très très belle revue. Une revue qui s'appelle un sémanal de bonne humeur républicaine. Et il y a à l'intérieur des textes faits par des spécialistes, à l'époque notamment des médecins de l'université de Barcelone. Et il y a de temps en temps des illustrations. Et celle-ci, vous voyez, c'est le papa Arnal, quoi, hein, en train de descendre les rues de Barcelone en pleine nuit et de s'alerter d'un cri, une bulle, une onomatopée à l'intérieur. Et puis, pour peu de choses, c'est un chanteur de flamenco. Hein. Voilà. Alors, ça va être doublé aussi, mais on va passer à une autre image qui est un extrait de cette image-ci. Alors, je ne sais pas si ça se voit très très bien, mais c'est pour indiquer juste que Arnal était un sacré technicien. Il avait de Goya et de Velázquez compris quelques éléments. Et surtout, de la menuiserie, il était passé à la lithographie. Et il savait comment représenter du noir dans le noir. Alors là, l'image n'est pas de grande qualité et elle ne ressort pas. Mais on voit les fils électriques dans le noir de la nuit. On voit un chat noir dans le noir de la nuit parce qu'il a utilisé une mosaïque. Vous voyez, le sombre et le halo autour de l'éclairage public ou même le halo de la lune sont travaillés avec cette mosaïque tout autour. Voilà. Donc on va pouvoir passer aux images suivantes. Voilà. Donc, ben oui, Arnal est si célèbre à l'époque à Barcelone qu'il est sélectionné pour faire des vues et des images dans Mickey. Donc le Mickey américain, dans sa version espagnole, l'emploie et va lui permettre de vivre très décemment. Hein. Il va vivre un riche jeune dandy à Barcelone. Donc grâce à ses talents de dessinateur. Alors on voit que ça raconte une histoire. Hein. Une seule image raconte une histoire. Hein. Le photographe
est en train d'interroger son ami qu'il pense photographier tranquillement en lui disant « Mais pour quelle raison tu as une tête d'idiot ?» Et nous qui sommes le lecteur, tout comme le photographier, en savons la raison. Hein. Donc voilà. Autre image, c'est une image de TVO où on voit le dessinateur qui a imaginé les Jeux Olympiques avec des spécialités très intéressantes et très originales. Enfin, vous connaissez l'espagnol, j'imagine, et là, il n'y a même pas besoin de savoir l'espagnol pour en saisir le sens. Voilà. Alors, il y a voilà, le lancer du disque, on l'a déjà vu interprété dans l'histoire de la même. Voilà. Le rugby et les pastèques. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à une autre vue. 1936, puisque 1936 arrive et le mois de juillet arrive, Cabrero Arnal est un dessinateur publicitaire aussi. À Barcelone, grande ville, il y a beaucoup de colonies et beaucoup donc d'entreprises textiles. Il y a en particulier une entreprise qui produit des calcetines, des chaussettes. Elle est célèbre, cette usine à Barcelone dans les années 30, pour la qualité et les performances dans la durée des chaussettes. Alors Cabrero Arnal va imaginer un petit strip publicitaire pour vanter les mérites de longévité de ces chaussettes de laine qui sont tout aussi efficaces que les momies égyptiennes, les bandelettes des momies égyptiennes. Vous voyez, elles durent. Voilà, increvables ces chaussettes. Bon, il n'a pas le temps de finir cette publicité-là parce qu'on est en juillet 1936. Il a quand même quelques possibilités de se réunir avec d'autres très grands dessinateurs. Et on le voit, il est ici, le plus jeune de tous les dessinateurs. Ils sont réunis autour d'un banquet, puisque avant même que existe le salon de bande dessinée d'Angoulême, en 1933 se tenait le premier salon de la bande dessinée à Barcelone, sur les Ramblas de Barcelone. Et Arnal était invité parce qu'il était reconnu par ses pairs autres dessinateurs. Donc, reconnu et financé, il avait de l'argent et donc il avait il était jeune, hein, il avait quelques soirées et nuits très agitées. Il fréquentait le Barrio Chino. Et au Barrio Chino, il a eu l'occasion de fréquenter un cabaret que fréquentaient beaucoup de jeunes hommes et beaucoup de jeunes femmes, et même André Gide, quand il est allé à Barcelone, fréquenter la Criolla. C'était très cosmopolite, et c'était un cabaret où il y avait des transformistes, donc très mal vu. La Criolla a été bombardée par l'aviation italienne durant la guerre. Elle a été détruite. Le propriétaire a voulu reconstruire, mais la censure franquiste, ce coup-ci, hein, d'après-guerre, lui a interdit de toute velléité de reconstruire le cabaret. Le Barrio Chino était, ce coup-ci, censuré, quoi. Donc voilà, la Criolla, le dancing dans lequel il aimait se rendre, et il y rencontrait le nom, la Criolla, hein, quelques jeunes danseuses noires, et à l'époque, dans le monde entier, était célèbre une grande chanteuse et danseuse, Joséphine Baker. Et donc, voilà, un dessin qui c'était un moyen d'entrer gratuitement, puisqu'il était très économe aussi de ses sous, de rentrer gratuitement contre une caricature ou un petit dessin. L'ouvreuse, la danseuse, lui permettait de rentrer par l'entrée des artistes. Voilà. Et puis, sur l'autre côté, ben, c'est une petite caricature, une petite bande dessinée liée à son père. Son père avait très peur des fantômes, alors Arnal s'amusait de cette peur-là. Voilà, on va passer à l'autre vue.
Bon, 1936, on y est. Hein. En juillet, je vous ai dit tout à l'heure que Cabrero Arnal dessinait pour une publicité qui n'a jamais vu le jour, tout simplement parce que les généraux décidaient de faire la guerre au peuple et de faire la guerre à la République. Et donc, une grande affiche célèbre d'un dessinateur qui a été aussi un des amis de Cabrero Arnal. On voit contre qui on faisait la guerre et on voit la croix gammée aussi et on retrouve les curés, etc. Bien. Autre vue affiche donc, de cette guerre d'Espagne où on voit, c'est une affiche qui se moque de l'idée, les nationaux, les nationalistes. Donc on voit les adversaires de la République espagnole. Et Arnal, à ce moment-là, lui qui a quelques soucis avec les autorités militaires, y compris avec son père qui s'imposait, même si son père est un républicain, il voulait lui imposer un métier, il voulait lui imposer des façons de vivre, et surtout, il était gendarme à Barcelone, son père. Et en tout cas, un temps, parce que la famille va rentrer. Les enfants, et notamment Cabrero Arnal, ayant de quoi vivre, le père, qui est un paysan dans l'âme, va retourner à Castellsabas, le village originaire, le village natal. Donc, va rester à Barcelone très peu de temps. José Cabrero Arnal, pourquoi très peu de temps? Parce qu'il va s'engager dans les milices républicaines. Donc on va retrouver Cabrero Arnal, non plus dessinateur, même si de temps en temps, pour l'Esquella, il indique tout ce qu'il faut indiquer. Hein. Le Arnal est un sacré caricaturiste politique. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, il y a une petite... on reconnaît donc Adolf Hitler et Mussolini qui se font face. À l'époque, Mussolini est empêtré dans le conflit éthiopien et de l'Abyssinie, une guerre coloniale, et il y a juste un échange de paroles. Mussolini dit à Adolphe, tu as vu en Espagne, ils ne veulent pas du fascisme. Et Hitler répond, ce sont des barbares, ils n'atteindront jamais notre degré de civilisation. Telle est la légende en catalan de cette image. Voilà. Et qui a été faite donc en 1936. Deuxième image. Voilà. Deuxième image. Alors là aussi, il y a Dieu qui intervient en indiquant au curé le cinquième commandement. Hein, n'oublie pas le cinquième commandement, tu ne tueras point. Et le curé qui se retourne mécontent en disant, toi aussi, Dieu te voilà communiste maintenant. Voilà. Et le choix est fait. Cabrero Arnal, dont je vous ai dit qu'il continuait de temps en temps à dessiner, mais c'est surtout qu'il va s'engager dans les milices. Il va donc partir. Et il s'agit pour lui, hein, le lapis rojo, cette image qui n'est pas de lui, cette affiche républicaine qui n'est pas de lui, lui, il l'embrasse totalement. Et il va dire à tous les dessinateurs de Pocholo, de TBO, de Cacao qui restent face à la table à dessin, lui dira, je ne veux pas être un républicain du crayon contre les fascistes, le crayon ne suffit pas, il faut le fusil. Voilà. Donc il va partir pour le front et il va partir défendre la frontière avec la frontière catalane. Il va se battre à peu près à la hauteur de la baïonnette face à Huesca. Huesca écrit en catalan. C'est une image de Radio Catalunya. Et donc on voit la Catalogne qui reste rouge républicaine face à Huesca dont on voit qu'elle est tombée entre les mains fascistes. Voilà. Cabrero Arnal, alors là j'ai retrouvé les opérations militaires. Cabrero Arnal va être intégré dans la division du PSUC.
Parti socialiste unifié catalan, et de l'UGT qui s'appelle la division Karl Marx. Il est sur le site des combats. Au sud, il y a la division Durruti, à cette époque-là, en 37, en fin 37, et puis au nord, il y a la division Lénine, qui est connue grâce au film de Ken Loach, qui appartient donc au POUM. Il va être démilitarisé, enfin, il va y avoir quelques ennuis, mais Cabrera Arnal défend ici l'entrée, plutôt ici, il va être dans ce secteur là du front. Il va être très très gravement blessé. Il va être soigné, donc on peut continuer. Il combat, hein, là c'est les zones de combat. Il va être très gravement blessé et il frise l'amputation. Les médecins républicains lui sauvent la jambe, hein, et il dira que son meilleur régime, ça a été dans un hôpital militaire républicain qu'il a perdu 2 kilos de viande. Voilà. Alors donc la bataille fait rage, et voilà une affiche catalane célèbre, hein. On peut passer à la suivante. Arnal va connaître les bombardements, et notamment sur une autre bataille, puisque l'armée républicaine se replie en Catalogne, la bataille du Seigle. Pendant ce temps, Barcelone est bombardée par l'aviation italienne en particulier, donc on peut avancer. D'autres images célèbres, hein, et demain, donc, la célèbre affiche, donc, No Passaran, à partir des slogans de Durruti, et hélas, ben, ils sont passés, en tout cas, il est à Barcelone quand l'armée franquiste et tous ses alliés vont entrer dans la ville, et il est parmi les derniers à quitter. Alors voilà un dessin d'Opisso, le dessinateur dont je vous ai dit qu'il avait été élève de Gaudi, qui montre ce passage d'une famille, hein, sur lequel l'armée italienne, l'aviation italienne et l'aviation allemande vont tirer. Hein. On ne voit pas les guerriers là-dedans, hein, mais bon, voilà, ce sont le passage de la frontière. On va retrouver une autre photo célèbre de ce passage de la frontière, et avec la manta, hein, de l'exil. On va passer à une autre vue, et voilà, donc nous sommes en 39, et ce qui reste, ben, tout a été balayé de la République, il n'en reste plus grand-chose, et on retrouve une religion d'État, on trouve un parti unique, la phalange, on va retrouver quelques interrogations qui sont scolaires en quelque sorte, et on explique le catéchisme à l'école, et surtout on parle des morts républicains et des fusillés. Voilà. Espagne 39. Alors, parce qu'on parle de l'exil, mais il y a aussi l'exil intérieur, et voilà, cette image, c'est un camp de concentration. Elle était issue d'un camp de concentration franquiste en Espagne. C'est un républicain qui est interné dans un de ces camps. Alors, Cabrera Arnal, lui, a passé la frontière française, et il va connaître plusieurs camps de concentration du littoral, et en particulier le camp de Argelès, du Barcarès, et là c'est El Remite, c'est pour le retour du courrier. Il va écrire à sa famille restée en Espagne, à son neveu, à son père qui est retourné donc vivre à Castellsabas, et il va leur envoyer du courrier depuis l'Espagne, depuis la France, pardon, et vous voyez le camp de concentration du Barcarès, ILOC, Baraque 22, dans lequel il était donc interné. Voilà. 1939, il est aussi à Agde, et Agde qu'on a appelé aussi, parce qu'ils étaient nombreux, pas seulement, mais les Catalans, qu'on a appelé le camp des Catalans, il va être à Agde, et il va pouvoir dessiner. Alors, il en oublie tout, hein.
les difficultés de repas, tant qu'on peut dessiner, et il va dessiner pour un jeune homme, il va faire la caricature de Sol Montagnola, dont la fille a gardé cette image, cette caricature précieusement, et c'est la seule chose que son père lui a transmis de l'Espagne. Il n'avait rien de l'Espagne, mais il lui a transmis ce dessin-là qu'il avait gardé. Il avait bonne vue, et il avait senti que Cabrero Arnal allait rebondir, comme on dit, c'est à la mode le mot rebondir, et qu'il allait continuer en France à dessiner. Et il a conservé ce dessin. Voilà, là c'est Cabrero Arnal, on le voit à l'extrême gauche, là, avec quelques-uns des amis, il fait moins 22, et ils sont en CTE, les compagnies de travailleurs étrangers, mais espagnols, quoi, hein. Et ils sont sur la ligne Maginot. Et il est avec des amis qu'il va continuer à voir pendant très longtemps. On leur a donné la capote de l'armée française 14-18, plutôt 18, hein, mais on leur a donné des pelles et on leur dit piocher, 8 heures de pioche, hein, au sol, pelle et pioche, pour améliorer les défenses de la ligne Maginot, dont on sait qu'elle n'a pas été très efficace. Voilà. Donc, autre image, voilà, donc un temps de pause pour la photo. Alors il fait très froid, comme je vous le disais, moins 22, et voilà le rêve du déporté, pas du déporté, pardon, le rêve de l'espagnol de la CTE. Dans la neige, il imagine Joséphine Baker. Cette image, elle a un sens aussi pour lui. Hein. Cabrero Arnal a une marraine de guerre. À l'époque, il y avait des marraines de guerre. Et une marraine de guerre qu'un journaliste français, spécialiste de spectacle, journaliste de culture, est chargé de surveiller. Les CTE sont des compagnies avec une surveillance militaire de réservistes. Et parmi les réservistes français, un journaliste est envoyé pour surveiller et commander la compagnie de travailleurs espagnols, la 109e. Il est en bonne camaraderie, ce journaliste, avec Joséphine Baker, et il lui envoie des dessins de Cabrero Arnal. Et Joséphine Baker le remercie et va avoir une correspondance avec Arnal. Et Cabrero Arnal va recevoir un chandail, figurez-vous, un chandail qui va être un cadeau suprême pour eux, les Espagnols. Il va en réclamer d'autres pour ses amis, les 5 amis, qui vont en recevoir de Joséphine Baker. Voilà. C'est une grande dame, il faut la saluer. Voilà. Donc, on est maintenant sur une image qui va donner l'idée du parcours de Cabrero Arnal. 1939, c'est la guerre. 1939, c'est l'armée allemande qui envahit la France. Et la France est envahie et les Espagnols républicains exilés, eh ben, sont dispersés un peu partout. Et ceux de la 109e CTE sont dans la panique la plus totale, ils perdent leur commandement français, et les commandants français se replient et vont se réfugier en Suisse. Ils arrivent en Suisse, et les Français passent. Il faut bien le savoir. Hein. Mais la Confédération helvétique refuse le passage aux gens des CTE, parce que ce sont des rojos espagnols, un peu trop rouges, quoi. Hein. Et donc, leurs officiers et sous-officiers traversent avec le même uniforme qu'eux, mégalonnés, et les Espagnols sont bloqués à la frontière suisse, on ne leur permet pas d'entrer, et finalement, on les remet pieds et poings liés aux autorités allemandes qui arrivent, à la Gestapo. La Gestapo va les faire prisonniers au point 1, à Belfort, la caserne Bouchenel, et pendant quelques mois, Cabrero Arnal et ses amis vont vivre dans un front stalag, un stalag en tant que prisonniers de guerre. Puis on va s'apercevoir que ce ne sont pas des prisonniers de guerre ordinaires. Ils sont en tenue française, certes, mais ils ont un fort accent espagnol.
ce sont des Espagnols. Puis après, vous êtes sans doute au courant, il y a des tractations et des rencontres entre un ministre de Franco, Serrano Suñer, Ribbentrop et l'Allemagne, hein, et Hitler, etc. Donc, les Espagnols du front Stalag de Belfort vont passer un autre Stalag. En train, ils arrivent avec quelques Français et on va s'apercevoir en janvier 1941 au front Stalag, les Français restent, sauf 33, et 1400 Espagnols arrivent, dont Cabrero Arnal, ici au point 3, dans un train, wagon plombé de bestiaux, et ce groupe d'Espagnols, hein, des 140 Espagnols, des 400 Espagnols, arrive à Mauthausen. Donc on va passer à l'image suivante, le camp de Mauthausen, l'entrée au camp. Il arrive le 27 janvier, Cabrero Arnal, voilà l'entrée, on peut avancer. Et voilà Cabrero Arnal qui porte à son arrivée, puisqu'ils sont tous photographiés, le vêtement et le matricule 6299. À partir de ce moment-là, il n'est plus qu'un matricule. 6299. Voilà. Il dessine à Mauthausen, figurez-vous. À Mauthausen, quand il arrive, les Espagnols sont triés en fonction de leurs possibilités techniques aussi et de leur métier. Lui est dessinateur et dans sa veste, dans une des poches, il avait des dessins qu'il avait pu faire à Belfort, de ses amis, des caricatures. Ben pour ça, il est sélectionné et on va lui dire, ben toi tu seras un administratif. Il va se retrouver dans ce qu'on appelle le magasin des vêtements. Et pour quelques mois, il va être versé dans ce magasin-là par les SS qui gardent le camp, de manière à exécuter leurs caricatures. Il va faire les caricatures, parce qu'ils avaient beaucoup d'humour, ces nazis-là, et il va faire les caricatures des nazis. Et puis après, petit à petit, parce qu'ils sont très malades, ils vont lui faire des dessins autres. Et il va faire des dessins pornographiques pour les nazis. Il va rester quelques mois à l'abri. Il fait moins de 30 quand il arrive, hein, en janvier, à Mauthausen en Autriche. Il va être dans une des baraques. Donc pour lui, c'est quelques mois de répit, alors que les autres vont être immédiatement soit morts, soit envoyés à la carrière. Donc il se dessine aussi, et ceci c'est un dessin d'anniversaire. Ses camarades ont fêté l'anniversaire à l'intérieur de Mauthausen. Il y a un jeune qui a 20 ans, et bien lui va dessiner la caricature du jeune, vous le voyez, et avec de quoi manger, quoi. Hein. Le rêve du déporté, c'est de pouvoir manger les fruits à l'espagnol. Hein. Voilà. Bon, on va très vite sur Mauthausen, et c'est la libération de Mauthausen avec le lendemain la célèbre affiche en espagnol qu'ont fait les Espagnols pour l'accueil des troupes de Patton américaines qui libèrent le camp en mai 1945. On va passer. Voilà, les Espagnols sont rassemblés, les plus valides, hein, ceux qui peuvent se lever. Ils étaient 9000 déportés, il n'en a survécu que 2000. Ici, il y a le drapeau républicain espagnol. Voilà. Donc, Cabrero Arnal est un des bien portants, c'est les bien portants de l'Espagne républicaine à Mauthausen. Il a 36 ans, il pèse 42 kilos quand il est libéré. 36 ans, 42 kilos. Voilà quelques-uns des Espagnols de Mauthausen à la libération du camp. Ah, d'accord. Donc, la libération du camp, triangle rouge marqué du S des Espagnols, hein, et on confie un fusil à quelques Espagnols déportés le temps d'assurer la libération totale du secteur. Voilà. Donc, certains Espagnols vont regagner, entre parenthèses, regagner la France, parce qu'ils sont apatrides. L'Espagne ne les reconnaît pas, l'Espagne de Franco. Où aller?
eh ben, certains vont partir et bénéficier du pont aérien au milieu des blessés français, par exemple, et les autres vont emprunter les moyens de transport qu'ils peuvent. Et ici, elle est émouvante cette image parce que on continue à être des républicains espagnols. Hein. On est en mai 1945 là, hein, et ils y croient encore à la possibilité d'installer, toute logique d'ailleurs, hein, on libère l'Europe, on doit libérer l'Espagne de la présence d'un dictateur. Hein, aussi. Et ils sont républicains. C'est un GI noir américain qui conduit. Et il y a une étoile, alors peut-être pas l'étoile rouge que j'aurais souhaité pour certains, hein, mais l'étoile américaine sur le camion. Alors, tant que j'y suis, on traverse pour aller vers la France. La France, c'est le passage obligé à l'hôtel Lutetia à Paris. C'est là où sont rapatriés les Français, mais c'est là où vont arriver les Espagnols républicains. Retour à Mauthausen avec la photo du photographe de Mauthausen. Je vous dis quelque chose, c'est Francesc Boix. Je ne sais pas bien le prononcer en catalan. Hein. C'est lui, grâce à lui, qu'on a des images preuves de ce qui s'est passé à Mauthausen. Au procès de Nuremberg, on va présenter ces photographies, celles que lui et un autre, Garcia, ont pu cacher, parce que s'ils avaient été pris, ils auraient été immédiatement torturés à mort. Donc, Boix est un grand photographe. Il était photographe de la jeunesse socialiste unifiée. Il a fait des photographies pour Mundo Obrero. Bon, c'était un communiste espagnol, hein, catalan, et il va avoir une importance considérable puisque, à son retour, il va mourir très jeune, hein, mais à son retour, il va entrer à la rédaction de l'Humanité. Et par les réseaux, c'est un ami d'Arnal. Arnal va connaître aussi les rédacteurs de l'Humanité grâce à lui. Voilà. Donc, je parlais de témoignages. Eh Arnal a laissé 7 pages de son écriture, et en français, en 1974, il a écrit 7 pages pour un livre qui s'appelle Les Catalans à Mauthausen, de Montserrat Boix. Et il y a 7 pages où il décrit son calvaire à Mauthausen, les 4 années qu'il a passées, etc., dans ce camp. Et il va décrire aussi, puisque quelques mois après avoir fait tous les dessins inimaginables et possibles et pornographiques dans le magasin des vêtements, on va l'envoyer à la carrière. Puis de la carrière, on va voir qu'il n'est pas très efficace. On va l'envoyer à Steyr, qui est un camp annexe et qui est spécialisé dans la construction de munitions ou de moteurs pour Messerschmitt. C'est un camp annexe de Mauthausen. C'est un enfer aussi. Voilà. Et il va raconter un petit peu ce qui est arrivé à cette occasion. Donc encore une autre... Voilà. Et en 1975, Arnal, qui ne parle plus de son expérience, sauf à sa famille à qui il envoie des courriers, jusque dans les années 50. En 1975, la Fédération nationale des internés et des déportés va le solliciter pour un dessin. Et va lui dire, il faut que tu fasses un dessin, il faut que tu nous fasses un dessin. Et lui finit par se laisser convaincre de faire un dessin. En 1975, il fait ce dessin, et ce dessin est mal nommé. Il a un vrai titre. C'est le... Parce que là, on voit les escaliers de la carrière de Mauthausen. Et Arnal le nomme le chemin de croix. Et il sait ce que c'est. Un espagnol sait ce que c'est que le chemin de croix. 3 points de suspension, gammé. Le chemin de croix gammé. Voilà. Donc c'est un dessin réaliste. Hein. Il n'est pas une caricature. Hein. Bon, sa carte de l'amicale de Mauthausen, après Arnal, très scrupuleusement tenu à jour, hein, un modèle d'adhérent, voilà, et donc jusqu'à sa mort, hein, et jusqu'à son décès, le 6 ou le 7 septembre, il est mort 73 ans, à son 73e anniversaire, précisément. Voilà, donc on va retrouver la libération, et donc la libération, c'est aussi, je ne pouvais pas ne pas penser à Paris et à la Noël.
et Brunette, un char, c'est pas un char, un Altrac conduit par des Espagnols de la division Leclerc et de la Nueve, qui rentrait en août 1944 à Paris. Voilà, la Nueve. On ne peut pas penser aux Espagnols ou aux Républicains sans penser à la résistance et quelques années avant au groupe Manouchian et en particulier à Alfonso. Hein, donc une pensée aussi pour Alphonse. Et parmi les 22 ou 24 exécutés, il y en avait 7 qui étaient passés par le camp de concentration de Gurs, au titre de républicain espagnol ou au titre de brigade internationale. Et je pense en particulier à Boxov. Voilà. Donc, eh bien, en 1945, Arnal est dans la région Midi-Pyrénées. Il est à quelques kilomètres d'ici, à Saint-Antonin-Nobleval. Et il est accueilli par une famille française d'instituteurs. Des instituteurs républicains, quoi. Hein, et, donc, ils vont l'accueillir et chez lui qui est chez eux, plutôt chez les Darras, à Caussade, il va avoir la possibilité de visiter la région et de trouver des amis. Et donc là, il est au-dessus de Saint-Antonin-Nobleval avec un très grand ami à lui qui a connu les mêmes camps que lui, Joaquim Amas Pinella, qui est un écrivain catalan célèbre en Catalogne et qu'on a étudié encore il y a quelques années pour le bac, el bachillerato en Catalogne. Voilà. Donc Arnal a repris quelques kilos. Il a repris quelques kilos chez le camarade, puisque c'était le camarade d'Arras, voilà, qui était un instituteur qui avait une passion, la pêche. En tout cas, il partait à la pêche et il revenait jamais rien. Alors Arnal, vous imaginez, en train de pêcher. C'est le petit-fils qui m'a confié ce dessin, cette caricature de Marius d'Arras. Voilà. Bien évidemment, il reprend quelques kilos. Bon, il parlera du régime Cossadé d'ailleurs. Et il reprend quelques kilos chez les Darras, mais il sait bien qu'il n'y a pas de possibilité pour lui de reprendre une activité professionnelle à Caussade. Donc il va regagner Paris et il va envoyer des lettres à sa famille restée à Barcelone, à son neveu, à son frère aîné et à sa petite sœur. Et sa petite sœur lui répond que l'Espagne de Franco, c'est terrible, on ne peut même pas se promener dans les rues comme on le souhaiterait. Il faut être en fille, elle lui dit. Alors Arnal va lui envoyer un dessin à l'encre violette et à un moment donné, alors ça se voit mal, il dit à sa sœur, si un jour quelqu'un te reproche de te promener en garçon dans les rues de Barcelone, dis-leur que c'est le chic de la vie parisienne que d'être en pantalon. Voilà, on voit qu'il a fait un petit laïus de propagande pour la République française à sa sœur qui, elle, est sous l'emprise de Franco à Barcelone. Voilà Arnal, qui a repris quelques kilos, donc, avec le photographe, ami, et ils sont dans la rédaction de l'Humanité. Voilà. Puisque en 1946, Arnal rentre chez Vaillant par l'intermédiaire de ses amis espagnols, mais surtout, et on va voir l'image qui suit, d'un grand résistant qui s'appelle René Moreux. C'est un peintre et un résistant qui travaille à la rédaction de Vaillant, et tous deux sont en train de s'amuser. René Moreux à la scie musicale et Arnal à la bouilloire en saxophone. Et derrière, un des personnages, un ours que vous connaissez peut-être, c'est Rikiki, le dessin de René Moreux, puisque c'est un peintre, en même temps que c'était un résistant, un peintre qui a détecté les talents d'Arnal. Voilà. Pour Vaillant, la revue Vaillant, qui a une histoire, la revue Vaillant a une histoire phénoménale. Elle est liée au front de la jeunesse, au front national, mais de l'époque, c'est-à-dire proche du Parti communiste et issu de la résistance. Et dans la résistance, et pour la revue Vaillant, il invente deux personnages
qui ont des préoccupations tout à fait légitimes. Hein. Ils viennent de connaître 4 ans de Mauthausen, ils viennent de connaître la fin. Alors ces deux personnages que sont Placide, que vous connaissez, hein, l'ours et Museau, excusez-moi, Chambers, le renard, ils sont en train d'essayer de trouver de quoi manger. Voilà, Placide et Museau. Donc on retrouve un autre dessin. Voilà. Alors en mars, le 28 mars, rentre Pif, et Pif lui-même, vous voyez, a une préoccupation, c'est se nourrir. C'est le premier strip de Pif dans l'humanité. Voilà. Et donc on voit comment Pif se débrouille pour de toute façon manger en ayant fait ses courses dans un musée et l'os du dinosaure est son meilleur repas. Voilà. Donc en 1952, Pif entre à Vaillant. Il est encore à l'Humanité dimanche, à l'Humanité quotidienne, mais il entre à Vaillant et il est reçu par Placide et Museau, et puis les petits-neveux de Placide et Museau, et en cadeau, quoi, puisque c'est Noël. Voilà. Et Pif est tellement intéressant que petit à petit, Vaillant va perdre son nom de Vaillant, va devenir Vaillant le journal de Pif, et puis après, va devenir Pif et Pif, que vous connaissez, jusqu'à Pif Gadget en particulier. Voilà, alors on va continuer. Voilà, Arnal avec ses personnages, et on retrouve donc Roudoudou, ici, on retrouve Placide et Museau, on retrouve un enfant très important pour Arnal qui, malgré son mariage en 1946 avec Denise, une Savoyarde, une Française qu'il a découvert et qu'il a épousée, donc n'aura jamais d'enfants. Ces enfants, ils sont de papier. Donc Doudou est un petit garçon sympathique et parfois très ennuyeux. Voilà. Et on retrouve aussi Hercule, l'ami en même temps que l'ennemi de Pif. Donc il est en cage, donc tout va très bien. Voilà. Donc on retrouve toute la famille, les Césarins, donc César, la tante Agathe, on retrouve Doudou, dont on voit encore une fois le doigt dans le nez d'un cygne, et Pif, donc les personnages à la façon du bout. Ils dessinent tel qu'un dessinateur célèbre français le faisait aussi. Voilà. Alors, voilà, je vous ai dit qu'il n'aimait pas parler de lui, il se cachait derrière ses personnages, et il n'aimait pas trop parler non plus de sa situation d'exilé, de déporté, mais en 1946, l'Espagne franquiste va assassiner un héros de la résistance française, Cristino Garcia. Et pour la circonstance, les éditions communistes vont sortir un petit fascicule qui s'appelle Cristino le Guerriero, et pour rendre hommage donc à Cristino Garcia. Voilà. Et Arnal va faire 4 dessins hommage à Cristino Garcia, ce grand résistant français aussi, qui était retourné en Espagne. Et voilà un des 4 dessins réalistes d'Arnal. Arnal n'aimait pas trop faire des dessins réalistes, mais bon, là, on l'a demandé, c'est une commande, et puis pour Cristino Garcia, qu'est-ce qu'il ne ferait pas, hein? Donc il a rendu hommage à sa façon, en racontant avec 4 images la vie de ce résistant et héros républicain espagnol. Voilà, là, il est arrêté, et il va être donc exécuté par Franco. De temps en temps, Arnal fait des références culturelles, et en voilà une, hein, on voit Placide et Museau, et puis Cervantes. Bon, Arnal n'oublie pas que dans Don Quichotte, hein, il y a cette idée d'utopie ou de lutte, hein, et des moulins à faire tomber. Et bon, et puis c'est là où on trouve le bien le plus précieux, c'est la liberté. Hein. Ami Sancho, le bien le plus précieux, c'est la liberté. Donc Arnal a fait un petit dessin, et Pierre Olivier est un Français qui était le correcteur en quelque sorte
de l'orthographe hésitante de l'espagnol Cabrero Arnal. Voilà. Bon, et puis tant que j'y suis aussi, un petit rappel, Cabrero Arnal n'était pas un propagandiste. Non, il dessinait, une fois qu'il est arrivé en France, dans le deuxième wagon, en quelque sorte, en 1945, il s'est concentré sur le dessin pour enfants. Et il a dessiné donc Pif, Placide et Museau en destination des enfants. Pourtant, j'ai retrouvé, ça fait des années de ça, à l'intérieur d'un numéro de Vaillant de 1947, quelque chose qui est un signe et un rappel. Alors on voit Placide et Museau voletant avec une de leurs inventions qui ressemble fort à un hélicoptère, et on les voit traverser une frontière. Vous voyez le douanier qui a une fourchette en guise de baïonnette s'aperçoit que le territoire de ce pays-là va être franchi, et de suite il en informe. Regardez la bulle, excellence qui excelle, des bolides inconnus survolent notre territoire. Et cette espèce de dictateur, qui a une certaine similitude avec Franco, répond, parce que Franco aurait pu répondre, hein, qu'on les descende. C'est clair et net. Alors, une petite caricature où on voit toutes les médailles que s'est auto-attribué ce dictateur, et il n'y en a même pas suffisamment sur son ventre qu'on rajoute la suite. Vous voyez, la suite des médailles. Et effectivement, les canons détruisent les petits bolides dans le ciel, et Placide et Museau vont avoir quelques soucis avec le dictateur. Voilà. Donc, oui, il y a eu beaucoup parce que c'est. Voilà. Alors, on retrouve quelques-unes des chevaux de bataille d'Arnal, le surréalisme et la non-soumission aux autorités, surtout quand elles sont militaires, sauf quand il s'agit de militaires républicains, puisqu'il s'était engagé dans les milices républicaines. Alors voilà donc une façon de voyager ou de se garer dans les rues bien encombrées de Paris, hein, et de quoi laisser dubitatif le gendarme. Bien. Arnal plaisante, Arnal a le dessin comme passion, mais il a aussi la moto, la pêche et la pêche sous-marine. Travaillant à l'humanité, travaillant pour Vaillant aussi, il va pouvoir avoir une vie décente et gagner suffisamment d'argent pour déménager. Il a de gros problèmes pulmonaires. Les 4 ans de concentration à Mauthausen, et puis le Barcarès et tout ça, hein, c'était pas la plage, c'était les camps, lui ont laissé des séquelles lourdes au point de vue pulmonaire. Alors les médecins lui conseillent d'aller vers la Méditerranée. Il va s'installer à Antibes, et à Antibes, il va pouvoir se livrer à sa passion, autre que la bande dessinée, la pêche sous-marine, dont il fait un résumé, il raconte même une histoire là, qui n'est pas sans rappeler la petite caricature de Marius d'Arras, le pêcheur infructueux. Voilà. Donc, il n'a pas d'enfant, mais il dessine pour les enfants maintenant, et le voilà en 1974 ou 70, pardon. Il est connu en Europe de l'Est, en Roumanie. Figurez-vous que le régime de Ceausescu laisse filtrer quelques revues enfantines PIF. Et la revue PIF est connue des francophones que sont les élèves roumains. Ils s'apprennent le français avec PIF dans les écoles. Et Arnal est invité, et il va se rendre chez les Roumains pour y faire des dessins. On retrouve Arnal à la fin de sa vie, 1974 ou 1977, avec le canotier, et il fume, c'est un gros fumeur, hein, malgré ses soucis pulmonaires. Bon, hein, mais là aussi, c'est pas soumis à l'autorité médicale, et c'est à la fête de l'humanité qu'il dédicace des petits personnages pour des enfants. Alors là aussi, son public favori, les enfants, donc toujours à la fête de l'humain. Et là, on va retrouver quelques-uns de ces personnages.
c'est Doudou et comment on peut peigner Doudou. Hein, c'est vraiment tiré par les cheveux. Et on va donc faire défiler quelques-unes des images d'Arnal. Alors celle-ci, elle est célèbre parce que c'est une composition. Enfin, c'est un artiste qui a fait ça. Hein. C'est pas un gribouilleur. Hein. Si vous regardez les oppositions, les couleurs, etc. Enfin, tout est en diagonale. Il y a un triangle au milieu. C'est une composition d'images qui est parfaite. Voilà, donc j'ai insisté dessus. Et puis, tant qu'on y est, Pif, c'est le fils de papier de Top, El Perro Top. Et donc, ce Top se croise avec. C'est le passage de relais en quelque sorte. Hein. Vous voyez, le Top espagnol avec sa fusée piteuse un peu, hein, qui passe le relais à un jeune Pif à bord d'une soucoupe volante et qui s'en va vers la Lune à son tour. Voilà. Donc ça aussi, voilà, j'avais insisté. Alors voilà, les nouvelles façons de se promener. J'enseigne dans un lycée professionnel routier. Alors j'en profite pour leur montrer les différents modes de transport qu'on peut trouver dans le monde et en tout cas dans l'imagination de Cabrero Arnal, le républicain espagnol. Voilà. Donc on va voir les différents... voilà. Découvrir au fur et à mesure. Voilà. Alors l'espagnol, c'est la petrolette, hein. L'espagnol transformé en français. Voilà la petrolette. Chère à ma grand-mère, enfin non, elle n'était pas chère, elle ne voulait pas que j'ai de pétrolette. Donc autre mode de transport. Vous voyez. Là c'est la marche à pied. De temps en temps aussi une référence biblique. Voilà. Le stop, 1960, celui-ci. Dessin de 1960. Et puis, porté par Tante Agathe, ça ne plaisante pas. Ah, petit dessin en référence à l'origine. Pif, pourquoi? Il y a plusieurs possibilités et l'hypothèse la plus admissible, en tout cas, il y fait référence, lui, c'est son nez, la nariz. Et il a toujours eu un petit problème de complexe avec son nez. Donc voilà le nez de Pif et Pif. Pif au nez. Alors, je vous ai parlé de Cabu. En août 2014, je mange avec Cabu à EOS pour le festival de la bande dessinée et on en vient à parler de Pif et Cabu me dit mais dans l'histoire du nez, il y a aussi Dorothée. Et sur la table, il y avait une nappe de papier et il a fait ce petit dessin en regard à Arnal. Donc le nez de Dorothée et le nez de Pif. Ah, alors, bon, pour ce qui est de la question des appartenances politiques, j'ai cherché, mais alors vraiment cherché, je n'ai pas trouvé lieu à dire il était encarté communiste, Arnal. Non, non, ce dont je sais, c'est qu'il avait des amis, de très bons amis communistes, tout le temps, et puis il était très très fidèle à l'amitié. En 1939, dans les camps, il y a un gros souci, dans les camps français, il y a un gros souci, c'est le pacte, hein, dont vous savez qu'il existe, le pacte germano-soviétique. Et Arnal, en 1939, dessine. Et voilà ce qu'il avait dessiné en 1939. C'était pas du tout dans l'orthodoxie communiste, ça, hein. Mais enfin voilà, donc Arnal dessine une caricature de Staline et de Hitler se serrant la main à l'occasion de ce pacte. Voilà. Alors, voilà, Pif, période rouge, et c'est très intéressant de penser à ça. À un moment donné, l'histoire, pas la mémoire, l'histoire a des rebonds, il y a des ricochets. Et cette revue Pif Gadget, elle est publiée en France, mais
quelques numéros vont être publiés, figurez-vous, en Espagne. Personne ne sait et ne fait le lien entre Pif, qui va être donc publié en Espagne, et le républicain Cabrero Arnal. Mais pourtant, ça va être fait, et il va y avoir quelques numéros. On va voir la version espagnole du numéro. Voilà, la catapulte. Voilà. Et à l'intérieur, donc, quelques dessins de Pif. Voilà. Alors, c'est pour terminer, et donc, il y a quelques années, en 2010, à Noé, à côté de Toulouse, un maire de droite, voire d'extrême droite, est élu, et ce maire-là a un souci de terrain communal et de mur sur lequel est porté, ici, ont été enfermés des républicains espagnols, ici ensuite ont été informés des juifs, avant qu'ils ne partent pour les camps de concentration nazis d'Allemagne et d'Autriche. Et ce maire est encombré par ce mur et il décide de l'abattre en catimini. On abat le mur pour les promoteurs, faire la place propre. Bon, les associations juives et espagnoles ont été informées avant que les bulldozers viennent faire leur sale besogne, et le mur existe toujours. Il a été sauvé, et la plaque y figure en dépit de ce que le maire a pu dire et faire. La mémoire est encore présente, et le camp de Noé, il y a encore une plaque qui le rappelle. Voilà. Alors, j'avais fait ce dessin, et il a été publié dans l'amicale, dans la revue El Boletín de l'amicale de Mauthausen à Barcelone. Voilà. Pour rappeler ça. Rosa Torin m'envoie un dessin d'un dessinateur espagnol et qui avait fait lui un autre dessin très fort sur voilà, même si on les enterre, la fleur républicaine pousse et repoussera. Voilà. Donc voilà un dessin d'un espagnol, d'un dessinateur espagnol. Voilà. Et puis un espoir de république sur le territoire espagnol. Voilà. Et voilà Arnal. Je l'espère au moins, parce que depuis tant d'années qu'on le fait, au moins qu'il reste quelque chose. C'est-à-dire en Espagne, d'abord en Espagne, à Barcelone, où je suis né à les années 30, après la guerre, je recommence une autre fois notre carrière ici en France après la libération. Et quel effet ça fait lorsqu'on a créé un personnage pour le passer à un autre dessinateur? On regrette un peu. Voilà, 44 secondes de Arnal parle de Arnal, c'est très rare. Je les ai récupérés à l'INA, à l'Institut national de l'audiovisuel, à Paris, et bizarrement, il accrédite l'idée qu'il est né à Barcelone. Non, il a raconté qu'il était né à Barcelone quand il est arrivé en France et quand il est rentré dans le camp de concentration de Mauthausen. En 1950, en septembre 1950, en pleine opération Boléro-Paris, il fait une demande de naturalisation française, dans lequel il est né à Castille-Sabas, pour les autorités françaises. Il ne sera pas validé, il va mourir apatride. La France, en 1950, n'a rien à faire d'un dessinateur républicain espagnol qui dessine pour la presse communiste. Alors donc, il ne sera pas naturalisé français, et ma foi, il va vivre comme ça. Il ne retournera jamais en Espagne, jamais. Il va y avoir une petite plaque sur le sol du cimetière d'Antibes où il décède en 1982. Il décède à Antibes, et il y a Cabrero Arnal sur la plaque, très modeste, mais à l'image de ce grand républicain espagnol.